Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 15 mai 2019. Nous sommes les combattants de la liberté de la presse, comme vous le voyez, pour dire les choses au quotidien et ne surtout pas les taire. On va prendre ce matin ce tweet du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, qui a réagi hier et a dit ceci, et je le cite, « Très heureux de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi sur la crise humanitaire au Cameroun, d'avoir donné la parole aux Camerounais devant la communauté internationale. Les États-Unis exhortent toutes les parties à mettre fin à la violence et à s'engager dans un grand dialogue inclusif et sans conditions préalables. » Voilà ce qu'a dit Tibor Nagy. Fin de citation, madame, monsieur. Cela montre bien que tout ce qui est dit depuis hier par certaines personnes qui sont aptes et adeptes de la pensée unique, que évidemment cette initiative de la réunion, quoique informelle, quoique en formule aria des membres du Conseil de l'ONU, c'était à l'initiative bien sûr des États-Unis et qu'elle n'est pas arrivée cette réunion ex nihilo. Donc arrêtons au Cameroun de faire comme si tout ce qui se passe à l'étranger, tout ce qui se passe ailleurs est une chose qu'on doit taire aux Camerounais, qu'on doit cacher aux Camerounais. Heureusement que hier Tibor Nagy a clairement fait ce tweet pour rappeler clairement le contexte de cette réunion-là, parce qu'on ne peut pas admettre que des personnes meurent comme on le voit tous les jours au nord-ouest et au sud-ouest, et que des gens s'asseyent dans les salons feutrés à Yaoundé et estiment qu'il n'y a rien à voir, qu'il faut circuler, et organisent, comme on l'a vu, le cirque depuis la semaine dernière, et cette visite dans ces deux régions nord-ouest-sud-ouest. On voit très bien que là encore, on est en train de jouer avec les souffrances des Camerounais, on est en train de jouer avec des choses qui sont extrêmement graves. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites tous les jours sur ce plateau. Nous sommes tous là, comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Combien de milliards de nos francs CFA ont été décaissés pour les multiples descentes de Philémon Yan, de Peter Mafani Moussongue, Garga Manadi et tous les élites dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun? Première question. Combien de milliards de nos francs viennent d'être décaissés pour la tournée du Premier ministre John Moutté? Gaspillage, gaspillage, gaspillage. Des artistes ont reçu, environ 15 artistes ont reçu pas moins d'1 million de francs CFA pour aller parader. A-t-on besoin de cela? Était-ce un début de dialogue? Fanfaronnade quand tu nous tiens. Voilà, c'est extrêmement grave. Et on a vu des artistes là-bas, à Boya, dans les nightclubs. C'est ça qui est tout à fait embêtant et choquant dans ce pays. On ne peut pas être dans une dynamique de dialogue et inviter des gens la nuit pour aller chanter. Non, arrêtons le cirque dans ce pays. Arrêtons le cirque dans ce pays. Il y a plus de 2000 morts depuis 2016 du fait de la crise sécuritaire dans ces deux régions. On nous invente des descentes, des sorties où on dépense l'argent des Camerounais. Des milliards de francs CFA, si on compte depuis tout ce temps, toutes ces visites là-bas, et toutes ces commissions inutiles créées, et tous ces comités créés qui n'ont pas apporté de solution. Nous savons tous quelle est la solution, qu'on arrête de distraire les Camerounais. Beaucoup de gens souffrent. Je dis que depuis quelques jours, il y a une jeune fille, elle a 19 ans, elle a fait des jumeaux par césarienne à l'hôpital de Bonassama depuis quelques jours. Elle est là-bas en souffrance, il n'y a pas d'argent pour la soigner. Elle a été violée. Elle a été violée au sud-ouest. Elle a été violée du fait de cette guerre. Arrêtons de faire du cirque. Arrêtons des mesures cosmétiques. Allons-y à l'essentiel. Merci beaucoup, monsieur Batchou. On vous retrouve à 10h30. Sûrement, on reviendra sur cette information. Sûrement. Qui sait? On verra très bien. C'est vous qui nous direz de quoi on parle ce matin. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos millions de téléspectateurs. Dans la région du Nord, on enregistre encore 692 cas
de choléra. L'heure est grave. Rappelons-nous que depuis l'année dernière, 2018, l'épidémie également faisait des ravages et depuis janvier encore. Et pour cette période, on enregistre encore des cas de décès. Je rappelle 45 décès, 77 ont été confirmés, 45 cas de décès également enregistrés dans la partie septentrionale du pays et même les autorités sanitaires alertent. Dans 4 districts, on a encore enregistré 59 cas de décès, des chiffres qui alarment et puis qui devraient, un tant soit peu, Eric Fopoussi, alerter les autorités sanitaires du pays, dans cette partie du pays. On en parle encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi, de la politique, notamment à travers la crise anglophone et de pas mal d'informations en complément, surtout pour revenir sur ce que nos internautes pensent de l'actualité. D'accord. Donc, Flora Zé, qu'on va retrouver à 11h05. Vous ne dites pas ce qui s'est passé hier après nous, parce que hier, après qu'on ait fait le coup de gueule sur ce plateau pour Monsieur Essomba Bengono, il a donc trouvé bon de demander pardon aux Camerounais. Tout à fait. Suite à ses propos malveillants, des propos abjects, nauséabonds. Et je rappelle que, juste pour rappeler aux Camerounais, que nous sommes tous Camerounais. Et que tout le monde va mourir. Hein. Il n'y a personne qui est éternel au Cameroun. Tout le monde va mourir. Et que lorsqu'on demande pardon aux Camerounais, on doit soi-même se rappeler que beaucoup de Camerounais ont demandé pardon. Longuet l'a fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait de son passeport? J'aimerais bien qu'on le sache. Donc pour ceux qui demandent pardon, qui demandent au peuple camerounais de pardonner, qu'ils sachent aussi qu'ils peuvent pardonner parce que Longuet a demandé pardon et on sait ce qu'on lui a réservé comme sort triste malheureusement. Donc on vous retrouve, c'est compris, 11h05. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'unité nationale a mal, l'unité nationale a de plomb dans l'aile ou alors l'unité nationale est en crise. Mais on risque d'abandonner l'affaire de l'unité nationale au seul RDPC. Les principaux partis d'opposition ont dit devoir boycotter. Le SDF, CPP, le MRC. Peut-être que d'autres viendront encore. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le chef de l'État de faire comme il a fait en 1984, puisque cette année-là, on n'avait pas défilé, pour dire aux Camerounais, dans ce pardon, que cette année, au regard de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il n'y aurait pas de défilé. Merci, monsieur le chef de l'État. Peut-être que ce serait une option pour amener le peuple camerounais à méditer sur notre unité nationale. Bon, Bécane, le peuple camerounais médite depuis 37 ans et se rend bien compte que rien n'est fait pour tout ça. En tout cas, on va continuer des parades militaires et civiles et finalement, on va le lendemain du 20 mai, le 21 mai, recommencer le train-train quotidien comme à l'accoutumée. Rien ne change, on reprend les mêmes, on recommence, les mêmes qui continuent à manger, les mêmes qui continuent à servir le peuple camerounais, les mêmes qui gagnent beaucoup d'argent et qui, comme vous le savez, narguent le reste du peuple en arrogance et tout ce qu'on peut constater comme fanfaronnade. Merci beaucoup. On va démarrer, madame, monsieur, l'émission de ce matin avec la première articulation. Et il s'agit de l'histoire du jour. Et vous savez qui c'est. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au panel. Ce matin, on s'intéresse à l'histoire de Papa Neto qui est décédé. Il est de la région de l'Ouest. Il est précisément de Mbouda. Oui, et le village, c'est Balessing. Je pense que je prononce bien. S'il est de Bouddha, c'est pas Balessing. C'est la Menois. Balessing, c'est la Menois. Balessing, voilà. Voilà, on nous a dit qu'il est Balessing. Oui. Et il est décédé, ça fait 2 semaines. Étant donné que c'est un notable, on avait déjà fait les funérailles, les cérémonies funèbres et tout. Maintenant, il fallait bien trouver un successeur et arriver dans son village, étant donné qu'à l'ouest Cameroun, lorsqu'on enterre, on quitte derrière, à l'endroit où on a enterré, on quitte de ce derrière-là avec un successeur à la main. Et quand on soulève, on présente à tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que, étant derrière, il y a 4 personnes, 4 de ses relations, c'est-à-dire qu'un de ses neveux, un cousin, et puis un de ses amis, un ami proche. Ils étaient 4 à avoir 4 testaments différents, avec chaque testament un nom différent.
de successeurs. C'est-à-dire que, parce qu'à l'Ouest, généralement, lorsque quelqu'un décède, on choisit la Mafo, on choisit le Cuiter, on choisit le successeur en lui-même. Donc, il y avait 4 noms de successeurs différents, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu quitter de cet endroit d'enterrement avec un successeur à la main. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire est pendante. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas qui choisir parce que toutes ces personnes avancent des arguments convaincants, c'est-à-dire que quelques jours avant de mourir, il m'a appelé pour me dire que je note ceci. L'autre dit non, il m'avait écrit ici qu'il ne peut pas donner sa succession à un autre enfant, à l'enfant qui vient d'un village, d'un autre village parce qu'il avait plusieurs épouses et parmi ces épouses, il y avait des femmes des villages voisins et il y avait aussi des femmes de son village à lui. Donc il dit non, il ne veut pas donner sa succession à un enfant d'un village voisin ou encore un enfant que sa mère vient d'ailleurs, ainsi de suite. Donc chacun avait des arguments différents et jusqu'aujourd'hui, on a enterré Papa Neto, mais il n'a pas de successeur. Très bien, on est clairement dans une situation où il va falloir trouver une solution. Et donc, on voit qu'il s'agit là de succession, il s'agit là de désigner un successeur. Et on sait les enjeux que revêt cette opération pour cette région du Cameroun, puisqu'il s'agit là, comme vous l'avez dit, de l'Ouest. Balé-Seng, c'est dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. Et Balé-Seng, il faut qu'on le dise clairement, c'est un coin que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller. Ils vendent parfois là-bas les meilleurs choux, têtes de choux du Cameroun. J'en profite pour les saluer ce matin à Balé-Seng. Les meilleures têtes de choux au Cameroun sont vendues à Balé-Seng. Ben oui, je le dis. Pourquoi pensez-vous que je suis en train de faire cette publicité? Bon, bref, revenons à l'histoire de ce matin. Pour dire que réellement, il faut trancher entre toutes ces personnes qui disent détenir la vérité. On est clairement là dans une situation où 4 personnes vous disent leur vérité. Il faut trancher et sûrement vous nous direz sur ce plateau comment on fait pour trancher tout ça. Et les confidences, comment doit-on justement dire des choses qui sont nos volontés pour que ça nous survive. Et il me souvient que tout récemment, je discutais avec une sociologue qui a fait un travail de terrain dans cette région du Cameroun, de l'Ouest Cameroun, et qui me disait, mais Fopoussi, il faut faire un constat qui est désormais clair, c'est qu'à l'Ouest, beaucoup de gens, lorsqu'ils partent, n'ont pas le luxe, comme on le voyait avant, de voir leur dernière volonté respectée, du moins du point de vue de leur succession. Parfois, ce n'est pas toujours celui que le défunt a laissé qui est choisi, parce que cette situation, parce que le nouveau monde est venu avec le capitalisme, avec l'argent, et on tend à tout acheter. Et je disais, mais c'est impossible puisqu'il y a la tradition, les coutumes, il y a les ancêtres qui vont forcément mettre les choses au clair. Elle me disait non, les gens ont tellement réussi à détourner cela qu'ils réussissent même à aller faire des rites au Bénin partout pour casser cela, pour trouver moyen de contourner. Je lui dis, ça, ils ont fait fort, pour parler trivialement. Je commence par vous, Boro Bengan. Qu'est-ce que vous dites ce matin? D'abord pour... j'allais dire confirmer ce que votre sociologue vous a dit. Oui. Effectivement, les gens vont jusqu'au Bénin et partout pour faire des rituels pour, soi-disant, prendre de plein pied les pouvoirs qu'on lui donne. Oui. Mais ce qu'ils ne savent pas, et je pense qu'ils se rendent compte d'ailleurs, oui, c'est que les ancêtres vous tournent le dos. Et quand les ancêtres vous tournent le dos, il est compliqué, très très difficile de les faire ramener. Vous pouvez rester dans des tumultes pendant 50 ans, risqués. Et parce que là-bas, ils ont beaucoup de choses à faire. Et Balé-Seng aussi, vous voyez des choux, mais sachez que le congrès de l'UPCD 50 a été préparé à Balé-Seng. C'était un comité directeur qui a été élargi avant d'arriver à Forêt-Kéchanché, voilà, M. Mathias. Tout à fait, à Balé-Seng, oui. On peut y aller. Non, pour l'histoire du jour, ça va justement dans le sens de ce que vous a dit ce sociologue-là. Oui. Et que c'est un notable. La succession d'un notable ne se passe pas comme le commun des mortels. Par nous tous, nous avons chaque parent, dans tous les contrées du Cameroun, a des successeurs. Mais le mot de désignation des successeurs, lorsqu'il s'agit d'un notable, comme c'est le cas, est peut-être, j'allais dire, un secret pour ceux qui viennent
aux obsèques. Mais ce n'est pas un secret pour le chef. Ce n'est pas un secret pour le chef. S'ils ont procédé de cette manière, ce n'est pas bien. Et c'est pour cette raison qu'il y a des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef est au courant, au moins quelques jours avant l'organisation des obsèques. On doit savoir que tel notable qui part a laissé tel. Lorsqu'il y a donc des problèmes, à ce moment, on ne désigne pas. On ne désigne pas. On attend du chefferie parce que effectivement, il peut y avoir des situations comme celle que nous vivons où il aurait dit un certain nombre de choses. Maintenant, pour que la chefferie s'asseye pour trancher et surtout, on tranche comment? Pour voir celui qui est d'autorité à désigner. Parce que je peux, on peut être mon ami, je lui dis, bon, comme tu vois, bon, ce sera comme ça. Alors que je dis la même chose à Charles Hamel. Il faudrait donc au bout qu'on sache qui de vous ou de Charles Hamel Bachou est d'autorité, peut dire. Parce que je peux vous l'avoir dit, parce que j'ai vu votre penchant pour, j'allais dire une de mes épouses, peut-être une de mes épouses venait de votre village, comme nous semble dire l'histoire. Bon, je vous dis, alors que d'autorité... Pour vous contenter. Voilà, pour vous contenter. Alors que d'autorité, c'est Charles Hamel. Donc c'est là où il y a le hic. Donc vous dites qu'il peut forcément arriver que le défunt ait réellement dit cela à ces personnes-là. Oui, tout à fait. Oui. Mais il faut donc le chef, pourquoi on ne le lui a pas dit? En fait, le chef ne doit pas être surpris de la désignation, j'allais dire tumultueuse de cette manière-là. À ce moment, il demande qu'on arrête, qu'on ne prenne pas des trucs. Donc c'est là où souvent, ce qui est terrible, c'est que j'observe un peu comment ça se passe également, comment ça se passe généralement. Ce que j'ai pu observer, c'est que parfois on va recueillir les témoignages de 2-3 personnes et qui vont concorder. Oui, tout à fait. Généralement, c'est comme ça. Oui. Mais justement, parce qu'il y a les autres notables, en recueillant donc ces propos, c'est pour ça que j'ai dit, puisque apparemment ça ne concorde pas, à ce moment, on sursoit. On porte à la chefferie, on sursoit d'abord. Donc, parce que en fait, quand on dit on enterre dignement, surtout un notable, il faudrait donc qu'il soit en paix. Il ne faudrait pas que sa famille soit tiraillée dans des problèmes de succession. C'est pour ça qu'on, justement, et vous avez raison, on essaie de voir. Mais qu'est-ce qui les a amenés? Ça veut dire que, comme aime dire ma fille tendance, est-ce qu'il a un peu? Est-ce que c'est le peu là? Comme vous dites souvent, les gens qui vont au Bénin et tout. Bon, on veut chercher les histoires, chacun veut tirer la couverture de son côté. Bon, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Est-ce que là... Parce que les gens discutent cette histoire. Mais à quoi ça rime de discuter ces titres? Les gens se sont rendus compte qu'ils sont anciens de l'église par-ci, diacre là-bas, grand maître maçonnique là-bas, grand maître rosécrier. Oui. Est-ce que tout revient à ça toujours? Tout revient à ça, à ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'UPC. Justement, pourquoi fait relève cela en 51. Pourquoi on avait l'administration coloniale élevait les chefs traditionnels contre les intellectuels, en faisant croire aux uns que c'est eux qui ont le pouvoir et aux autres que c'est eux qui vont prendre l'administration. C'était ça les oppositions. À côté qu'on opposait les tribus, on opposait ce qu'on appelle les évolués, c'est-à-dire les intellectuels et les chefferies. Et les intellectuels donc qui n'étaient pas de la lignée, sont allés entrer dans des choses compliquées, comme Rose-Croix maçonnerie, et voilà, vous entendez, anciens de l'église et tout. Ils se rendent donc compte qu'en fait, le vrai pouvoir, c'est au village. Voilà. Donc, commencent donc par des turpitudes. C'est eux qui viennent de saccager nos chefferies, permettez l'expression. Voilà, parce qu'ils veulent avoir ce pouvoir. Voilà, ils veulent avoir ce pouvoir. D'accord. Ils ont dit, non, ils n'ont pas eu ça ailleurs. Très bien. Alors, Charles Hamel, bon, écoutez, moi, je me souviens d'une histoire où il y a un notable qui est décédé. Je vous raconte cette histoire parce que je sais que vous allez répondre de manière claire à la question. Qui est décédé et qui a justement laissé ses volontés à 3 personnes. 3 personnes. Et les personnes sont venues après sa mort pour dire ce que le défunt leur avait confié comme testament. Et il s'est agi dans un premier temps que les personnes qu'eux ils désignaient semblaient être des personnes différentes. Mais il a fallu une certaine, on va dire, je sais pas, une force intelligente du chef pour se rendre compte que les 3 personnes, en fait, désignaient la même personne. Ce type de cas peut arriver?
Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que le défunt, donne des fragments d'énigmes à chaque personne. C'est-à-dire, Florazé, je lui donne un fragment d'une énigme. Je peux lui dire, celui qui va hériter de moi, c'est celui qui a une cicatrice qui ne finit pas sur le deuxième parti. Je vais rencontrer Mbambok, je lui dis, celui qui va succéder, c'est celui qui aime bien à se gratter la nuque ou qui aime bien à se gratter le dos ou envoyer le nez dans le doigt dans le nez. Je vais chez l'autre, je lui dis la même chose. Alors, pour pouvoir le savoir, il faudrait qu'on combine ces différents énigmes par l'observation pour pouvoir savoir qui c'est. Donc, M. Eric Foposi, je pense que il y a plusieurs types de succession. La succession, déjà, c'est le fait de transmettre à quelqu'un la continuité de ses œuvres. Ça veut dire que j'estime que j'ai une entreprise, je suis fatigué, je veux me retirer. Il faut que je transmette déjà le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je dis, je choisis Florazé qui va m'accompagner. Je commence à intégrer Florazé, je vais avec elle. Vous allez vous rendre compte qu'à une certaine époque, pour rester dans le conformat, nos parents ne se filmaient pas beaucoup. Nos parents ne se filmaient pas beaucoup. La première méthode, c'était de prendre un enfant un dimanche et de dire accompagne-moi. On va chez le photographe, on se filme avec l'enfant. On prend la photo, l'enfant lui-même ne verra jamais cette photo. On prend la photo, on la cache dans une enveloppe, on va la remettre à quelqu'un d'autre. On va la remettre en disant si jamais je ne suis plus là, le voici, cette photo. Alors le père rentre s'asseoir, vous regardez dans la maison, ce ne sont que les photos du père ou les photos avec tous les enfants, mais jamais individuelles. Ça a été le cas pour la chefferie de Bantoum, notamment chez Mvemesheke, la chefferie de Bantoum, où c'est à la fin qu'on a sorti la photo que le père avait filmée dans les années 1900, je ne sais pas combien, et c'est là où on a pu délimiter. Je cite parce que c'est un dossier que j'avais suivi. Donc, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, M. Eric Foposi, c'est celui de la chefferie où le chef décide d'aller rencontrer, puisqu'on les a vassalisés, on les a... voilà l'expression vassalisée. C'est ça le terme. Il doit aller voir le sous-préfet à qui il remet, il doit aller voir le préfet à qui il remet, il doit aller voir le gouverneur à qui il remet. Excusez-moi, je n'obère pas aux affaires des degrés, parce que c'est les obligations. Il va remettre à leur patron. Donc, il faut qu'il aille remettre aux différents patrons. Il faut qu'il remette aux princes, ce qu'on appelle les princes, ceux qui ne vont jamais, ceux qui ne peuvent plus jamais vouloir le pouvoir, hériter du pouvoir, c'est à eux qu'il va remettre dans ces différents dossiers. Ce sont eux qui vont procéder à la lecture, les 7 et les 9. Donc, M. Eric Foposi. Vous avez les successions de famille. Les successions de famille, ça peut être, je ne sais pas moi, vous qui arrivez, vous devez partir. Et là encore, on va se jouer une autre affaire. L'amitié. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les vrais amis, M. Eric Foposi. Les vrais amis, c'est des gens qui sont connus dans l'enfance, qui sont rencontrés et qui ont fait chemin ensemble, qui à aucun moment se sont séparés. Parce qu'on vit aujourd'hui, où on a des amis de la bière, des amis du Carrefour, des amis des femmes, des amis ici, des amis de ça, des amis de la Réunion et tout. Et qu'on sort, il n'y a plus d'amitié sérieuse. On allait voir cet ami, et le père va se contenter de dire de son vivant, si jamais quelque chose m'arrive, la personne qui parle, on ne sait jamais qui devra parler ici, c'est Papa Tel. Si Papa Tel entre et vient vous dire quelque chose ici, là, sachez que c'est moi qui l'aura dit, donc c'est lui qui va primer. Parfois, vous voyez dans des familles, lorsqu'une personne vient à tomber, on vous dit, c'est telle personne qui organise les obsèques. Il n'est peut-être pas de la famille, mais c'est lui. Ce sont les dernières volontés. Donc, il y a ça aussi, monsieur, il faut possible, qu'on peut prendre en termes de succession. L'autre chose qu'il faut dire, c'est la succession dans les cercles ésotériques. Si je suis membre d'une société exotérique, le jour où j'entre dans la société, le jour qu'on entre, on va me poser la question de savoir, si jamais tu n'es pas là, qui va décrocher ta chaise? Parce que dans tous les cercles ésotériques, on accroche les chaises. Qui va venir enlever ta chaise? Et vous donnez le nom de la personne qui viendra enlever. Donc, votre chaise. Donc, le jour que vous n'êtes plus là, la société, parce que ça, il faut le préciser, il y a des choses où la famille intervient et d'autres choses où la famille n'intervient pas. Absolument. Par exemple, le décès du chef, ce n'est plus la fête de la famille, ça ne concerne pas la famille. Ça concerne la chefferie, ce n'est plus la famille, c'est la chefferie qui décide. La succession de notable, ça ne concerne pas la famille. Ce n'est pas la famille de venir dire qu'on a désigné Florazé. Non, on s'en fout de la vie de la famille. La famille ne va faire que coopérer parce qu'ils savent comment est-ce qu'ils se retrouvent et comment ils discutent à l'intérieur. Mais c'est au moins l'affaire du choix du défunt.
Oui, c'est l'affaire du choix du défunt. Oui, ok. Donc, dans ce type de situation, on procède donc, je finis par là, et puis il y a la succession occidentale. La succession occidentale il faudrait qu'on ait fait un administrateur des biens, ceci et cela, pour pouvoir. C'est dans cette configuration, donc on se retrouve à la version occidentalisée, où chacun vit avec 4 testaments. Certainement, il y a le testament du prêtre, il y a le testament... c'est plus le partage des biens. Ah, mais non, c'est pas le partage. D'abord un administrateur. Ça, c'est la Quand le version désigne occidentalisée. comme administrateur de biens, en fait, c'est lui le patron. Donc, il y a l'administrateur de biens dans la version occidentale. Il y a le successeur. Le successeur, c'est lui qui continue l'œuvre. Oui. Il hérite des actifs et des passifs. Ah oui. Oui, mais sauf que je dis bien que dans Les autres sont des co-héritiers. Ils ne peuvent pas décider ça. Ce que vous appelez administrateur, il administre justement pour que le partage des biens soit à part égale. Parce que monsieur Lifo-Poussi, je ne peux pas aller sur cette non, je veux juste vous dire ce que le code civil précise. Oui, maintenant, les autres sont des co-héritiers. Oui. Donc, quand on arrive dans ce type de situation où il y a 4 testaments, on n'a plus besoin de vos textes. On n'a plus besoin de votre argumentaire juridique. Oui, mais sauf si s'il a consigné un testament écrit à bonne forme. D'accord, c'est vrai. Monsieur Lifo-Poussi, là, c'est la cola qui parle. Là, c'est le cadi qui parle. C'est-à-dire qu'on commence à faire le cadi avec les détenteurs pas de véritable testament. C'est lui qui vous a remis, il n'y a pas de problème, retrouvons-nous. Et on n'est pas loin du corps. On fait le cadi là, chacun vient parler, monsieur Lifo-Poussi. J'ai sous-signé tel, fils de tel, issu de telle ligne, tel, que c'est tel, ici couché présentement, qui m'a remis ce testament. En foi de quoi, je le pose. Vous posez sur le cercueil, vous trempez la main, vous prenez le gobelet. Permettez-moi de dire gobelet pour que les gens comprennent, mais c'est tout autre chose. Vous prenez le gobelet pour pouvoir boire. Justement, ici, ça ne s'est pas fait. On l'a déjà. Malheureusement, c'est ça le problème. Si vous plongez la main, vous ne trouvez pas, on vous met à côté. Vous plongez la main, vous ne trouvez pas. C'est pas qu'on vous donne, vous plongez la main, vous ne trouvez pas, on vous met à côté. Jusqu'à ce qu'on arrive sur le banc, monsieur Lifo-Poussi, celui qui va détenir. Donc voilà, il y a des procédés traditionnels. On règle ça là avant de déposer en terre. Mais dans le cas où on a déjà déposé en terre, monsieur Lifo-Poussi, on va sur le lieu de la tête, là où on a enterré la tête. C'est à ce moment qu'on fait la recherche et on trouve le bon et le vrai. Mais le malheur voudrait qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui donnent l'impression d'être des milliardaires, qui ont de l'argent, qui se retrouvent forcément à la fin à pouvoir prendre cette affaire parce qu'on se dit il a beaucoup, il va venir discuter encore quoi avec les pauvres. On lui remet donc la succession et c'est ce monsieur qui se retrouve à tout brader, à tout vendre, au nom de quoi vous ne savez. Donc il y a une crise au niveau de la succession. Vous allez vous rendre compte que toutes les chefferies aujourd'hui ont un souci, ont un sérieux problème de succession. Les familles ont un sérieux problème de succession. Il faudrait trouver le bon père. Et c'est là où est le problème. Voilà, Ken Godefroy d'ailleurs a chanté la succession. Il faut aller regarder ce titre pour bien comprendre ce qu'est devenu cette affaire. Florazé, c'est à vous. Oui, c'est une affaire d'argent et d'intérêt personnel. Je crois qu'il n'y a pas une toute autre issue. Et moi, dans cette histoire, je crois que je serais quand même tout d'accord avec Bombok. Ça veut dire de revenir, parce qu'on a 4 testaments, de revenir par exemple à la parole du chef, qui peut trancher. Parce que ça veut dire que quand on regarde dans cette histoire, parmi les 4 testaments, peut-être qu'il n'y a même pas le vrai. Parce que quand il y a 4 personnes qui se présentent pour dire, voilà, moi j'ai la bonne version, c'est à moi qu'on avait légué telle chose, et puis vous avez Is qui sort, Is. Et justement dans cette histoire, l'histoire de ce matin n'obéit à aucune règle que Chalamel a citée, notamment dans les règles, les éléments qui entrent dans la succession véritable. Donc il y a un flou. Et quand il y a flou, ça veut dire qu'il y a un loup. Donc on parle notamment d'argent. Je suis d'accord avec vous. Les intérêts. Chacun aimerait qu'à la succession, quand on retrouve quelqu'un qui, à chaque fois que j'aurais des petits problèmes, qui soit ma soeur, etc. Et tout. Moi-même, j'ai assisté à un témoignage où, pendant le deuil, la maman décédée, son petit frère est venu, pendant les cérémonies, témoignages et tout, et c'est pendant les témoignages qu'il est venu dire, c'est à moi que maman a délivré les dernières paroles. Et elle a dit que c'est telle personne qui succède et qui aura tous les privilèges et autres. Vous pouvez imaginer ce que ça a créé comme zizanie immédiatement. Le deuil s'est arrêté.
On n'avait même pas encore fait l'enterrement, on n'avait même pas encore fait la collation et tout. Donc, ce sont justement ces bisbilles, ces négativités. Et vous voyez tout de suite, parce qu'une personne comme ça qui s'élève, qui s'érige, c'est parce que tout de suite, il voit qu'il y a déjà des camps qui se forment et forcément, il faut créer, il faut tout de suite parler. Peut-être que ce qu'il dit, maman avait dit ou pas. On ne peut pas savoir puisque la personne est déjà décédée. Et il y a plusieurs personnes qui viennent dire, moi, elle m'avait dit ci, à moi, elle avait dit ça, à moi, elle avait dit ça. Donc non, je crois que tout se règle, peut-être comme Chalamel l'a dit, du vivant des personnes. Ça veut dire que vous préparez, je veux dire pas autrement, mais vous préparez ce qui pourrait arriver parce que vous observez autour de vous dans la famille. Vous observez les clans qui se forment. Vous observez les mauvaises, le mauvais œil. Les mauvaises personnes, justement, qui, après votre mort, peuvent venir créer la zizanie. Donc, tout de suite, et moi, pour moi, je pense que c'est très simple. D'accord. On a toujours, je veux dire, le successeur, pour celui qui décède, l'a toujours dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va tirer de Mars. C'est quelqu'un qui existe autour de nous et il suffit tout simplement de mettre tout sur écrit. Et comme on l'a dit ici, je crois, il y a quelques jours, la parole, les dernières paroles du défunt comptent. Et maintenant, on les conserve comment et où. Ça, c'est le véritable problème et ça qui crée justement les problèmes. D'accord, oui, Charles. Oui, juste une précision. Une précision, vraiment en 30 secondes. Monsieur il faut aussi, quand vous pouvez détourner la succession, mais les malheurs qui vont s'accompagner sur vous, les malheurs vont être tellement visibles que je vous ça prendra 10 ans. Je vous dis que moi, c'est un témoignage qu'on m'a donné. Ouais. C'est un témoignage qu'on m'a donné à moi. J'ai dit, mais comment les gens réussissent à détourner les successions et à vivre aussi longtemps, 50 ans, 60 ans de Ce qu'on m'a dit, c'est que ces gens ont réussi à aller faire des pratiques au Bénin pour aller contrecarrer ce que vous dites. Non, c'est grave. Ne voyez pas la façade. La façade, ce sont ces beaux sourires qu'on vous donne quand on vous voit. Pénétrer, c'est le tombeau. Ces gens sont le tombeau, beau dehors, mais vide et pourri à l'intérieur. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire. Je dis que tous ces gens qui usurpent, on ne discute pas. Non, mais Chalamel. Je voulais dire que Chalamel veut dire que la mort n'est pas immédiate. Nous, on savait en autant que si quelqu'un prend une décision qui n'est pas la sienne, il meurt là tout de suite. Je vous ai dit que quelquefois c'est flexible. Avec ce qui s'est passé avec les guerres d'indépendance, comment l'administration coloniale a dit vassaliser les chefferies, on a mis un bémol. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à celui qui a usurpé de revenir dire mais à culpa. Mais si dans son, j'allais dire quoi, il est hautain, il est ceci, bon, on laisse. Tant pis pour lui et sa progéniture. Vous savez, monsieur. Non, mais parce que, j'ai un chiffre d'usurpation des chefferies à l'ouest. Oui, tout à fait. Je le dirais pas parce que c'est grave. Le nombre d'usurpations qu'il y a là-bas, c'est grave. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs qui me regardent là et que je regarde, moi aussi, peut-être moi c'est pas la télé, qui ne peuvent pas faire certains rituels parce qu'ils ont usurpé. Ils ne peuvent pas entrer dans certaines cases parce qu'ils ont usurpé, ils restent dehors. Ils ne parlent pas, c'est connu, ils ne parlent pas. Et il y a certains qui ne peuvent pas s'approcher de l'eau. Ils ne peuvent pas parler sur l'eau. Parce que lorsqu'il s'approche, ça l'engloutit. Donc il y a beaucoup de choses. C'est la façade. Donc c'est la prison. Oui, c'est une prison. Et face à cette situation, je crois que dans cette circonstance, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de, comment on va dire, il n'y avait personne de la chefferie présent. À l'immédiat, on commence, lorsqu'il y a problème, on sépare les enfants rapidement. Absolument. On les sépare, on les sépare. Après, on les rassemble dans une pièce. Chez les Tika, ils appellent ça le Ganpak. On les rassemble dans ce Ganpak et on procède au vote là. Absolument. Chacun doit voter celui qu'il estime être le successeur. Quand vous ne pouvez pas vous voter, vous allez voter certainement une personne et on sortira de là avec un successeur. Donc, généralement, les méthodes qui sont mises comme ça pour vous attraper. Non, nous sommes 5 sur le plateau. Oui, tout à fait. On attrape vos coups, on le met dans une case. On le met 5 téléphones portables. Après, on vous ramène dans une autre case. Tous, il y a les 7 et les 9 qui vous contrôlent. On dit voter. Absolument. Vous avez un nom que vous devez écrire. Un nom que regarde tes frères, tu choisis. Il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a rien. Vous allez voter. D'accord. Et on sortira de là avec le véritable père. Ok. Bon, même si après, enfin bref. Non, je veux dire que il y a beaucoup qui vont faire campagne maintenant. Oui, Karine, allez-y. En espérant que dans 5 ans. On est quand même de nos jours dans une situation où, puisque tout peut être acheté, on a de nos jours des personnes qui sont censées être nos confidents, nos meilleurs amis, nos proches à qui on confie même notre succession, qui sont capables de vendre.
Pour un simple 150 000, 250 000, il vend la succession de son ami ou de son frère. Question de se faire un peu de poche. Et après, on commence à avoir les répercussions dans toute la famille et tous les enfants. Parce qu'un enfant qui voit ça et laisse n'est pas aussi exempt que ça. Hein. Un enfant qui sent en fait que cette personne ne peut pas être le successeur et qui reste tranquille, ça ne peut pas le louper. C'est-à-dire que dans une maison, il y a des parents qui, dans une maison, lorsque vous avez plusieurs femmes qui viennent de plusieurs endroits, il y a un monsieur qui dit non, moi je ne peux pas venir ici avec tout ce qu'on a fait pour moi dans ce village, je donne la succession à un autre enfant, je m'arrange à ce que ce soit telle personne. Mais il y a quelqu'un qui à un moment donné quand même, il voit une autre personne, il dit non, j'ai vu l'évolution de mes enfants, j'ai changé d'avis, je choisis plutôt telle personne. Et celui à qui on a dit la première fois ne va pas abandonner son testament, il va garder. Alors qu'il doit abandonner, quand il s'écrit un nouveau, il garde. Le prochain vient ainsi de suite, parce qu'il a son point de vue. Et après, on commence à dire qu'il y a 4 successeurs, il y a 4 testaments, il y a ainsi de suite. Donc, dans beaucoup de familles de nos jours, ce sont les personnes extérieures à qui on le dit. Qui finissent par détruire les enfants. Et ça met une grosse zizanie entre les enfants. Vous allez voir, les enfants d'un même père qui avant pouvaient au moins faire semblant de s'entendre. Je ne suis pas d'accord, mais vous êtes pas compris. Allez-y, Karine. Et dit, de nos jours, dans les familles, il y a des enfants d'un même père, qui pouvaient s'entendre avant, qui s'entendaient même si c'était de manière un peu hypocrite, mais qui aujourd'hui se divisent de manière la plus visible qui soit. Donc, mais qui s'entretuent juste parce qu'on a donné à l'autre femme, c'est la dernière femme, elle n'a pas le droit, on a donné à l'enfant de l'autre femme, non, le père ne l'aimait même pas, elle ne vivait pas ici, machin. Donc, il y a dans nos familles tellement de désordre par rapport à cette situation qu'on arrive aujourd'hui à avoir des maisons totalement divisées, c'est-à-dire que le père meurt et la maison s'éclate. En tout cas, Godefroy a dit la succession, il a chanté, allez réécouter cette chanson pour comprendre comment ça se passe. Il y a des choses absolument ignobles et effrayantes dans ces choses-là. Alors, Flores, on va lire les messages de nos téléspectateurs, s'ils peuvent nous départager sur ce plateau. Allez-y. Oui. Alors, ce matin, on est avec Adrien qui réagit à Bonamoussa. Il dit les belles familles doivent faire appel à la justice pour savoir qui sont les enfants naturels, les enfants nés avant ou après le mariage coutumier ou civil, pour pouvoir trancher le dilemme de ce matin. Alors, autre... Juste pour préciser, Chalamé, j'espère que, évidemment, il faut qu'on le dise, la tradition ne regarde pas qui est enfant naturel, enfant légitime ou enfant. Enfant, c'est je voulais c'est une précision que je voulais faire. Non, ne dites pas sa précision, on veut faire le message, Chalamé. Soyez sérieux. Je voulais rebondir par rapport à ce que Karine a dit tout à l'heure. D'accord. Cette précision que je voulais faire. Oui. Ça ne regarde pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'occidentalisation a telle enseigne qu'on a voulu limiter cela au nucléique, M. Eric Fopou. Ce que je veux demander, c'est que est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu un enfant du dehors? Qu'est-ce que vous appelez l'enfant du dehors? Ça veut dire que l'enfant d'une autre personne que le monsieur a récupéré comme dans son propre enfant, qui succède. Voilà, c'est ma question. Vous commencez à... c'est ma question. Il y a des secrets de famille. Un monsieur peut être stérile, il le sait. Il dit à quelqu'un de faire des enfants, il va donner le nom. Voilà. Il dit aller là-bas, la justice va savoir ça comment. Voilà. Il n'est pas sûr des enfants que sa femme lui a fait. Il n'est pas sûr des enfants que sa femme lui a fait parce qu'il ne veut pas exposer sa famille et sa femme. Il garde, mais il le gère. Donc c'est la question que je veux poser. Et l'autre truc qu'il faut dire, M. Eric Fopou aussi, c'est ceci, c'est que la majeure partie des gens, des amis à qui on donne le testament et qui détournent finissent toujours par mourir par accident, soit par maladie. Parce que l'affaire qu'on vous dit là, on ne partage pas son verre. Je vous le dis, on ne partage pas son verre. Monsieur Eric Fopou, si je ne peux pas boire, je vous donne mon verre de boire, vous prenez, vous buvez. Vous savez qu'on scelle quoi ou que j'ai scellé quoi dans mon cœur. Parfois, vous voyez des gens qui sont assis, ils sont en train de boire, ils déposent ce verre, le gars dit, c'est toi qui as pris, il s'essaie de boire. Vous savez que je scelle quoi? Non, je le dis. C'est compris, Charles. J'espère que vous et moi, on n'a pas bu un verre, même vers un jour, parce que je compte plus le nombre de fois qu'on a bu ensemble. Non, ça veut dire si on a bu, restez sur le chemin de la justice. Non, je dis pas si le mot on a aussi le bois dans le même verre. Voilà. J'espère qu'on n'a pas scellé des choses, oui, moi, Charles. Allez-y, Flore, vas-y. Sadou, Akaele réagit il dit 4 testaments différents conclus à aucun vrai testament de tout ça. Que le chef du village leur indique ça.
le Conseil pourra aussi faire quelque chose dans cette histoire. Sado qui réagit ce matin. Autre réaction, 4 tendances présentées ensemble avec leurs candidats sur la tombe du défunt et jure, si je tous, qu'on s'asseye autour du chef ou d'un grand notable intégré et respecté de tous pour finaliser ce choix. Autre réaction, cette affaire d'échéance de succession et du fait que la mère de ce fils vient d'ailleurs, c'est arrivé à mes oncles paternels qui étaient les favoris, mais ses amis l'ont dissuadé, estimant qu'ils étaient des étrangers. Est-ce que c'est une compétition pour que les favoris? Voilà, les gens, et c'est ça d'ailleurs le danger. Quelqu'un meurt, les gens commencent à faire des paris sur qui sera son successeur. Mais c'est quelle histoire ça? Monsieur il faudrait, et c'est pour ça que je dis tous les jours, notre langage avait un bon box sur ce plateau, c'est de dire aux femmes qui regardent que ne pensez pas que parce que vous avez fait 3, ce n'est que les 3 que cet homme-là a. Ne le pensez pas. Justement. Que parce que vous avez 2, c'est les 2 là qu'il a fait haut. Parce que le jour où il va tomber, généralement, les gens ont même compris pourquoi on laisse toujours 1 à 2 semaines, 7 à 14 jours pour les obsèques. C'est pour recueillir toutes les femmes, les enfants qu'il aura fait avec des femmes. C'est le principe de la polygamie. Les textes n'ont jamais prévalu au niveau de la tradition. Donc lorsqu'il tombe, on ramène. Lorsqu'on ramène, c'est en ce moment qu'on... Je voudrais aussi faire une précision à votre suite, Charles Hamel, pour ceux qui font des paris et des compétitions. Je dis bien à ceux-là, c'est pas parce qu'un père aime beaucoup un enfant qui montre un amour extérieur à un enfant que forcément son successeur. Oui, parce que les gens souvent, non, c'est que il est même beaucoup. Oui, voilà. Le successeur même royal ne grandit pas à la chefferie. Par exemple. La personne qui va succéder, c'est celui-là qu'on déteste le plus. On rejette. Qu'on rejette même le plus, et c'est la personne-là qui va prendre. Vous ne pouvez pas... C'est la personne-là qui va prendre. Voilà. C'est pour préciser ça aujourd'hui. Ah ouais, merci. On dit non, il aimait beaucoup celui-ci, donc c'est lui qui... Arrêtez ça. Oui, Florazé. Autre réaction ce matin. Étant un initié, un notable, à l'ouest, je vous signale que de tout temps, la succession à la chefferie est toujours revenue au prince ayant les meilleurs appuis. C'est Thomas qui réagit en tant que... Voilà, il confirme justement ce que j'ai dit ici avec la sociologue. Et là, c'est un notable qui le dit. Il dit que de tout temps, il y a toujours eu quelqu'un qui réussit à amadouer plus de notables et qui finalement gagne. Ces chefferies à qui on donne les successions aux enfants et on met une régence, c'est alors à qui? Donc au final, j'ai dit, attention, nous pensons souvent avoir un pouvoir sur nos dernières volontés, mais quand nous partons, les gens, des oiseaux, ça s'arrange à saboter nos volontés. On l'a vu dans le Konki, je ne cite pas le village, on l'a vu dans le Konki, on a détourné la succession dans le Konki. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Vous avez vu la manière avec laquelle cette personne a été frappée, comment il a été exposé, et on est revenu à l'essence. Tournez aussi longtemps que vous voulez, on reviendra à l'essence. Ok, Charles, mais je vous dis que votre optimisme, je crois à ça, mais empiriquement, je suis désolé, mais on constate que c'est devenu vraiment un désordre total dans cette région de l'Ouest. Oui. Si on détourne la loi de la nature, reste tôt ou tard, ça frappe, il n'y a plus de... Il n'y a même plus un oiseau dans la concession des traîtres. C'est Asontia qui réagit ce matin. Ok, merci. On s'arrête là pour ce matin, madame, monsieur. Voici la suite de ce programme 10-12, le Zénith. C'est bien Charles Hamel qui s'installe et sa colère. Je m'interroge ce jour sur la question du dialogue. Dialogue et dialogue dans ce pays. Qui est prêt à dialoguer, lève le doigt. Avec qui va-t-il dialoguer? Prenez un stylo et une feuille et marquez.
Quel est le type de dialogue que l'on souhaite privilégier dans ce pays? Le dialogue avec nos frères des régions anglophones ou le dialogue avec tous les Camerounais sur les sujets du Cameroun? Autre point d'interrogation. Qui peut dire aujourd'hui sur quoi, mieux sur quelle ligne idéologique, le régime de Yaoundé prépare-t-il son dialogue avec le peuple camerounais? On veut dialoguer. On veut s'asseoir sur une même table pour dialoguer. Comment comprendre les qualificatifs éblouissants utilisés tels que dialogue inclusif, dialogue franc, dialogue large et bien plus encore? Pour parler du petit dialogue, il faut ajouter des qualificatifs. Comment comprendre le manque de profondeur dans la prise en compte des réalités existantes pour tout le Cameroun et la sclérose bipolaire changeante des séparatistes qui semblent avoir réduit cette clameur à un simple slogan? Peut-on parler de dialogue véritable lorsque ce régime n'accorde aucune crédibilité aux Camerounais du fait qu'il ne se réfère qu'à l'étranger? Les derniers cas de Conseil de sécurité peut à suffisance nous faire comprendre pourquoi subitement les lignes ont commencé à bouger. Peut-on parler de dialogue lorsque les Camerounais ont l'impression que ceux qui les gouvernent les considèrent comme des apprentis sorciers, qu'il faut simplement molester, des adversaires qu'il faut neutraliser et museler, des parias qu'il faut tenir à distance, quitte à se réfugier à Genève, et des terroristes qu'il faut tout simplement éradiquer? Peut-on parler de dialogue face à un peuple qui a l'impression qu'il est dirigé par une bande d'étrangers qui étudient, vivent, résident, se soignent et mettent à l'étranger aux frais exclusifs des Camerounais, qui violentent, maltraitent et humilient, qui appauvrissent et esclavagisent, qui finalement ne sont simplement ou absolument pas crédibles ni fiables? Cas de la tripartite qui ne cesse d'être abordé depuis, ou exemple de la tripartite dont on ne cesse de parler comme référence ces derniers jours depuis qu'on parle du dialogue. Peut-on parler de dialogue face à un peuple qui a l'impression que ceux qui les gouvernent n'ont qu'une seule idée en tête qui se résume à la conservation du pouvoir pour se servir et servir les autres, au maintien des Camerounais dans la misère sous un régime de violence, à la continuation de la prévarication et des passe-droits à tous les étages et à garder les différents noms du Cameroun, Rwanda, Foukistan? Savez-vous qu'à ce jour, les Camerounais dans leur unité cherchent à dialoguer pour en priorité sauver leur pays de l'effondrement social, économique, culturel et politique? Ils ont envie de réécrire leur constitution, mettre au point une forme de l'État compatible avec leur essence, mettre un terme à l'État colonial et graver les plans pour un développement substantiel et durable. Comment comprendre le fait que les universitaires, animaux intellectuels, sont des ayatollahs et des va-t-en-guerre qui appellent à écraser constamment ceux qui ne pensent pas comme eux, refusant de faire de la main tendue, bloquant les débats publics dans les médias, pourtant financés par nos impôts? Le cas de M. Bengono, parmi tant d'autres, est un cas révélateur. Pourquoi est-ce que l'expression dialogue fait-il problème dans ce pays? Au lieu de s'atteler à faire le tour du Cameroun, à dépenser de l'argent, il devrait être assis à Yaoundé en train de réfléchir sur les techniques, les stratégies pour pouvoir éventuellement et efficacement réussir ce dialogue comme tous ces forums, colloques, séminaires, ateliers, conciliabules qui sont organisés chaque jour dans nos ministères. Alors, je ne sais pas parce que, Chalamel, ce que vous déclamez ce matin est une réalité. Mais ce qui est tout à fait regrettable, c'est qu'on ait encore des Camerounais qui soient dans le doute ou la crainte pour vous. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il souhaitait vous avoir en vie et qu'il souhaitait que vous restiez toujours derrière votre micro parce que ces personnes craignent pour votre vie et pour votre liberté. C'est dommage parce que nous sommes dans un état où finalement on se rend compte qu'il y a des pratiques qui perdurent, qui ne s'estompent pas. Nous on croyait que le temps de la dictature était révolu, mais on se rend compte au final qu'elle n'est jamais partie au final. On parle de dialogue. Qui croit en un seul instant
avec 37 ans d'expérience du Cameroun qu'on a vécu, qu'un dialogue pourra se mettre en place. Quand on parle de dialogue franc et sincère, inclusif, qui croit une seule seconde que ce dialogue va se faire au Cameroun? Non, arrêtons parfois de nous efforcer pour rien. Je rappelle juste que le PM, oui c'est beau, on va vanter cet article politicienne, il est non politique, il a réussi à mobiliser tout ça, c'est beau, mais le problème de fond reste, c'est qu'il est allé à Bamenda, il est allé à Boya, dans des régions où vous avez des personnes qui sont là-bas et qui ont, que vous le vouliez ou non, soit un cousin, soit un frère, soit un oncle qui est en prison à Yaoundé. Vous savez, Bibi Simancho est toujours en prison. Il a une famille là-bas. Donc, et ils sont nombreux, des gens là-bas, qui ont des personnes en prison à Yaoundé, qui font partie de leur famille. Si on pense que là-bas, les gens peuvent chanter, être contents que leur fils soit en prison et ça leur dit rien, je rappelle que tout le monde n'est pas Photo Victor. Qui peut avoir Yves Michel en prison, son fils, et ne pas s'en émouvoir et ne pas justement lever le petit doigt. Non, là-bas, il y a des gens qui sont meurtris parce que 3 ans de situation difficile, ça laisse des traces. 3 ans de complications, ça laisse des traces, de tueries, ça laisse des traces, et c'est par là qu'on commence. C'est par là qu'on commence lorsqu'on veut instaurer un vrai dialogue. Mais malheureusement, on n'y est pas. On est en train de faire, comme on le voit encore, du badigeonnage, des mesures cosmétiques pour faire beau, montrer à tout le monde qu'on fait quelque chose. Et pourtant, au final, il n'y a rien qui est fait sur le fond. Malheureusement, au sacrifice de toutes ces personnes à Boya, dans tous les villages au sud-ouest, qui continuent à souffrir de cette crise. Bon, Robengan, quel est votre commentaire? Je dirais peut-être comme Achille Mbembe, que le vide de l'histoire a fait place à la tyrannie. Pour dire quoi? Pour dire que en Afrique, et nous le répétons ici toujours, il n'y a pas 2 personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas encore parlé. Et le terme de démocratie, où on vote, en fait, n'est pas africain. En Afrique, c'est le consensus. Consensus, ça veut dire au moins il y a 2 points de vue différents. Il faudrait bien qu'on s'entende. Et même si vous êtes nombreux, sur un point de vue, que la petite minorité n'est pas d'accord, vous ne prenez pas de décision. C'est ça le consensus. Vous êtes 100 contre 2. On ne prend pas de décision lorsqu'on est dans le consensus, dans la tradition africaine, dans la culture africaine. On ne prend pas de décision. On tient compte de ces 2 voix qui sont contre les 98 autres. Donc, c'est ça en fait. C'est précisément parce qu'on est sorti de là. Pendant longtemps, en 61, en 72, en 82, en 84, en 91, on est resté là, ça nous retourne sur la face. Ça nous retourne. Donc, en réalité, et vous avez raison de le souligner, si les gens ont raison d'avoir peur, ou alors de ne pas croire, parce que peut-être c'est pas la peur n'est pas le mot approprié, de ne pas croire à la mobilisation, prenons ça ainsi, du Premier ministre, la mobilisation populaire. Précisément parce que le chef de l'État, faut-il croire à ce qu'il dit, faut-il pas croire? Dès lors que le citoyen commence à se poser des questions de cette manière-là, et dans le doute, on s'abstient. Vous allez voir que, bon, tout le monde observe. Quels sont les gages? D'abord, vous avez compris que eux, à peine certains intellectuels commencent à dire non, on ne demande pas aux forces de maintien de l'ordre de désarmer, on leur demande de ne plus tirer. Lorsqu'on dit cesser le feu, vous avez certains laudateurs du régime commencent à dire non, est-ce que vous demandez? On ne demande, comment vous pouvez demander aux forces de maintien de l'ordre de désarmer? On dit cesser le feu. Ça veut dire que les forces de 3e catégorie, c'est-à-dire les militaires, rentrent dans les casernes. Ceux qui s'occupent du maintien de l'ordre peuvent être là, mais de manière, j'allais dire, résiduelle, pour munitions, mais qu'on ne tire plus. Et il y a un intermédiaire de l'autre côté, ou alors un facilitateur ou un médiateur, comme vous voulez, qui disent aux amants ne tirez plus. Ça, au moins, le président peut le dire. Parce que son dernier discours d'investiture, c'est que nous allons montrer la force. Oui, montrer la force. Mais bon, il y a par exemple hier Jean-Robert Wafo du SDF qui a fait une proposition et il demande, lui qui est du SDF, il demande que le chef de l'État démissionne de la présidence du RDPC pour montrer sa bonne foi et se placer
au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis politiques, au-dessus des considérations partisanes. Là, au moins, ce serait un signal fort pour un dialogue. Oui, oui, c'est un début, absolument. Ça peut être plausible. S'il le fait là maintenant, au cours du Congrès, et le Congrès pourra voir, effectivement, ça peut être une solution. Oui. Ça peut être une solution. Moi, je l'avais même demandé avant, parce que ça aurait pu être un élément même de campagne. Si les candidats de l'opposition avaient demandé au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature du président Biya par rapport à cela, ça aurait pu être donné. Notamment l'article 7, alinéa 4 de la Constitution. Et je suis d'accord avec ce maire du SDF, parce que en fait, vous vous rendez compte que le président ne veut libérer personne. Ni ceux qui sont arrêtés autour des marches blancs, ni ceux qui ont les manches au BBC et autres. Il ne veut libérer. Au moins, qu'est-ce qui peut donner les gages aujourd'hui? Il dit, voilà, mes amis, je ne suis plus président du RDPC. Effectivement, ça peut donner l'impression qu'avec l'âge qu'il a, peut-être que notre patriarche est en train de vouloir laisser un pays dans la paix, comme il aime souvent dire. Effectivement, ça peut donner des garanties par rapport à ça pour amorcer le dialogue. Mais le dialogue veut dire au moins deux. Donc il faudrait que, parce que de tout le passage du Premier ministre, peut-être à la fin de sa tournée, va nous dire ce qu'il entend par une, mais dit seulement je ne veux pas de sécession. Bon. D'accord. Très bien. On aura l'occasion de revenir plus amplement sur cette question. Charles Hamel, je vous rassure, également Karine Santia et Flo Razé. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. Je rappelle et j'insiste, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Les faits sont sacrés. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de ce programme. Nous sommes clairement dans une dynamique patriote. Et nous sommes le mercredi 15 mai 2019. On va démarrer cette deuxième partie comme à l'accoutumée, comme il est de tradition. On va lire quelques messages de votre part et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Et on reviendra sur ce qu'on a entamé en toute fin de première partie sur le dialogue amorcé ou bien le vrai faux dialogue amorcé par le gouvernement depuis la visite du PM à Bamenda jusqu'à celle démarrée hier à Boya. Alors Flo Razé, c'est à vous. Tout à fait. Alors, cette première réaction pour cette seconde partie nous dit le thème est très intéressant. Nous devons dialoguer véritablement afin de trouver de meilleures méthodes pour mettre un thème à la crise anglophone et sauver le pays qui fonce tout droit vers l'enfer, nous dit cette réaction. Autre réaction de M. Ebele qui réagit à Deido. Je vous assure, je mets ma main au feu. Que sous ce régime, il n'y aura jamais de dialogue. Mais je vous l'ai dit sur ce plateau, c'est Charles Hamel qui y croit encore. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de dialogue. Il dit ni dialogue, ni décentralisation, il n'y aura rien du tout, rien du tout. Vous aurez suivi l'ambassadeur du Cameroun à l'ONU. C'est très sérieux. Bon, la nouveauté, c'est qu'il n'y aura ni décentralisation. D'accord, allez-y. C'est encore plus grave. Tout le monde, pour tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. C'est ça le régime qui nous gouverne, nous dit monsieur Ebele. Ok, d'accord. Charles Hamel, sur cette amorce-là. Monsieur Eric Fopoussi, méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Depuis le déclenchement de cette crise, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas exprimés. Beaucoup de gens qui ont des choses à dire, mais qui préfèrent voir les affaires de loin. Qui, par exemple? Je ne vais pas vous citer de nom, M. Eric Fopoussi. Ils se reconnaissent. La crise anglophone n'est que la partie saillante des colères ou de la colère que traversent les Camerounais, M. Eric Fopoussi. La face visible de l'iceberg. Oui, de l'iceberg. La crise anglophone n'est que la face visible. Les Camerounais traversent et portent mal une colère, donnant l'impression que le fait pour eux de supporter, c'est une zombification de leur cerveau. On a bien l'impression on a bien l'envie de se demander, mais quel est ce type d'eau que boivent les Camerounais? C'est la question qu'on a bien envie de se poser, c'est quel type d'eau que boivent les Camerounais? Monsieur Eric Fopoussi, il y a trop de colère. Combien de Camerounais sont morts dans la décrépitude totale? Combien de Camerounais ont réclamé une justice, ils n'ont pas pu avoir justice? Combien de Camerounais vivent sous la pression et le poids des injustices au jour le jour? Vous ne pouvez imaginer. Combien de personnes, monsieur Eric Fopoussi, ont accompli leur devoir citoyen et en guise de récompense, ils ont eu des pots de bananes. Toutes ces colères vivent dans les Camerounais.
Je ne veux pas vous parler du cas de Vanessa Tchatou. Je ne veux pas vous parler du cas de Kouma Tekel dont vous avez fait mention tout à l'heure. Je ne veux pas vous parler du cas de la veuve Kimit. Il y a des colères que les Camerounais portent, monsieur Eric Fopoussi. Même parmi les classiques. Vous pensez que ces jeunes qui sont entrés au RDPC à l'âge de 20 ans, à l'âge de 17 ans, qui jusqu'à aujourd'hui voient les mêmes qui sont assis. Il y a des colères, monsieur Eric Fopoussi, qu'il faut effacer. Alors on dialogue avec qui? Ceux qui nous prennent de haut. À peine le chef de l'État fait un tweet sur la question du dialogue. On a eu tout un ministre qui, sur un débat de plateau de télévision, ne s'est pas gêné pour dire « je suis riche. Je suis bien riche ». Il a dit avec une désinvolture, avec un ton narquois, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est monstrueux. Hein? À peine le chef de l'État dit il faudrait qu'on négocie, il faut le dialogue, il faut le pardon. Mais on se retrouve. Combien de familles aujourd'hui n'ont pas pu faire le deuil du maquis, monsieur Eric Fopoussi? Savez-vous combien de personnes ont été tuées injustement? Savez-vous qu'il y a des familles qui n'ont pas été rétablies dans leur honneur, monsieur Eric Fopoussi? Et même rétablies dans leur richesse. Dans leur richesse. Dans leur patrimoine, oui, dans leur patrimoine matériel. Dans leur patrimoine matériel. Il y a beaucoup de biens, des gens qui jouissent des milliardaires. Des faux milliardaires. Voilà. Alors, il faut qu'on commence à rétablir. Il y a la question de la dépouille. Vous pensez à la dépouille du premier chef de l'État qui séjourne jusqu'à ce jour dehors. Oui, il faut pardonner, je suis d'accord. Oui, mais il faut commencer à dialoguer. Il faut attaquer. Et ce qui est en fait monstrueux, et j'ai entendu ça encore hier, quelqu'un me dire, et on discutait comme ça ensemble, me dire que oui, on veut instrumentaliser l'affaire de la dépouille de Aïdjo sur la crise anglophone. Est-ce que Mme Germaine Aïdjo a parlé de la crise anglophone? Je dis, mais attention, arrêtons parfois dans ce pays de mettre le feu. Les gens s'attaquent à des symboles et après vont se rendre compte qu'une chose a été déclenchée, a été dite comme ça crée l'embrasement et après on veut s'excuser. Non, attention, la dépouille du tout premier président du Cameroun c'est une question de souveraineté dans ce pays. C'est une question d'honneur pour le Cameroun. On ne peut pas laisser la dépouille d'un président comme Aïdjo à Dakar. C'est inadmissible. Vous parlez de dialogue, je veux bien croire, monsieur Eric Fopoussi. Mais qu'on commence par nous dire que tous ceux qui sont étrangers dans ce pays ont abandonné leur nationalité. Qu'on commence par nous dire que tous ceux qui vont se soigner à l'étranger arrêtent de se soigner. Parce que je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, dans quelques jours, on va commencer à sortir la liste des potentiels individus ou négociateurs ou dialogueurs ou médiateurs. Lorsqu'on va publier cette liste, vous allez voir, tel il a fait quoi? C'était lui qui était dans tel réseau de blanchiment et tout et comme ça. On va concasser, ils vont se retrouver, permettez-moi de parler trivialement, ils vont se retrouver à dénaturer ou à la trouver à redire sur ces différents individus. Par conséquent, monsieur, il faut possible, n'allons pas de gauche à droite et disons-nous, il faut véritablement se poser la question, y aura-t-il dialogue? On nous a vanté l'émergence en 2035. Voilà. Nous sommes à moins 16 ans de l'émergence. Il n'y a toujours pas d'eau. Il n'y a toujours pas de lumière. Il n'y a toujours pas d'accès à des soins, monsieur Eric Fopoussi. De quel dialogue on parle? Avec des gens qui perdent. Moi, j'ai perdu des gens dans les hôpitaux à cause de ça. J'ai cette colère, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais vous parlez de quoi, Chalamel? Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des personnes à qui vous demandez d'aller se faire soigner dans un hôpital où leur propre enfant est médecin? Ils vont vous dire non. Parce qu'ils savent comment leur enfant a fait pour devenir médecin. Et c'est comme ça dans tout. Les gens ont trafiqué les faux baccalauréats, les fausses licences, ils ont des grands postes et ils s'accrochent de manière indéfinie à des postes. On est clairement, et vous l'avez dit, dans un contexte où les gens sont en colère. Les gens ont les fils de taximan, les fils de bensikineurs, les fils de pauvres, les sans-dents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école, ils travaillent, mais ils n'ont pas de possibilité de s'en sortir dans la vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a des souffrances dans ce pays. Et les gens nous racontent le dialogue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme on l'a dit ici, il faut en réalité qu'on mette en place des gages solides pour envoyer des messages aux Camerounais. Ce qui est choquant, monsieur Eric Fopoussi, c'est très choquant, il faut le préciser, c'est que nous avons décaissé des milliards pour le Premier ministre, décaissé des milliards pour les commissions Peter Mafani Moussonga et tout. Ils sont allés parader, ils se sont baladés. On a dilapidé de l'argent dont les Camerounais n'ont jamais eu un seul quelconque rapport qui n'a fuité sur ce que voulaient véritablement ces personnes. Voilà un autre tour où le Premier ministre John Gouté descend. On prend des artistes qui vont chanter 1 million à un artiste camerounais qui va chanter. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? 15 artistes.
1, 2, 3, 4, 5, 15 artistes. 1 million. Des charters qui sont organisés depuis le Gaoundéré, depuis l'extrême nord pour venir acclamer, pour venir applaudir. Des boutiques qui sont cassées. Monsieur. Non, je pense à un moment donné qu'on ne peut pas vouloir le dialogue et entretenir ce même dialogue. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de cette haine, monsieur Rifo. Ok, tout à fait, Chalamel. Karine va également dire un petit mot. J'espère pour ne pas dire que vous n'y croyez pas, vous aussi, au dialogue, hein, j'espère. Parce que le dialogue, ça implique beaucoup trop de choses. Le dialogue, ça implique aussi d'abord le pardon. Et pour être pardonné, il faut déjà reconnaître son erreur. C'est-à-dire qu'on ne pardonne personne pour rien. Il faut que je reconnaisse que, ok, j'ai été aussi autant coupable que l'autre dans tout ce qui s'est passé au nord-ouest, au sud-ouest. Et jusqu'ici, nous sommes dans une affaire où le gouvernement a toujours soutenu que les militaires ne font pas ce genre de choses qu'on décrit sur les civils. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes ça. Alors, nous ne sommes pas dans une situation où le gouvernement a reconnu un jour qu'un civil est décédé par sa faute. Et on a une journaliste qui a été enfermée pour cela. Alors nous sommes aussi dans cette situation où le dialogue qui implique l'oubli fait très peur. Parce que toute personne sur cette terre qui te dit « j'ai dialogué », on a parlé, on oublie, c'est de la fausseté. C'est une grosse bêtise qu'on te dise que je te pardonne et j'oublie. On n'oublie pas d'un coup. Il faut du temps pour penser des blessures. Il faut du temps pour accepter la nouvelle vie. Il faut du temps pour que tous ceux qui ont perdu toute leur famille dans cette crise-là puissent accepter que, ok, c'est passé, il faut qu'on passe dessus, on oublie. Et il faut aussi, pour chuter, et il faut aussi, le dialogue s'éloigne du populisme. C'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas besoin que les gens l'accompagnent autant. Le Premier ministre n'a pas besoin qu'il y ait trop d'acclamations, trop de cris pour qu'on sache ce qu'il veut. Parce qu'on est quand même en train de vouloir parler. On veut écouter. Et ce n'est pas, on n'a pas besoin de tous ces bruits-là. Des artistes, de ceci. Ça, c'est du populisme. Et ça s'éloigne du détail. Le dialogue se base sur le détail. Et pas sur le populisme. Très bien. Oh ouais, c'est compris. Hein. Pas besoin des traces et paillettes pour montrer qu'on veut dialoguer. Oui, oui, Florence, voulez-vous aussi dire un... Oui, parce que parlons justement d'artistes. Ce matin, j'ai écouté un artiste, c'est Petit Pays, je ne maîtrise plus bien le titre, mais il y a deux phrases qu'il a dit dans cette chanson. Il dit, on remplace des choses qui ne marchent, qui n'ont jamais marché, par des choses qui ne marchent pas. Et c'est ce qu'on a... Qui ne marchent pas, pas des choses qui ne marchent pas. Donc, on a observé ça. J'ai écouté ça ce matin, j'étais dans un taxi, et puis tout de suite, j'ai pensé justement à la crise anglophone. Quand on a commencé à parler de cette affaire de dialogue, et moi je veux bien croire au dialogue, mais on a également interrogé l'apport de certaines personnes ressources qui ont été combattues, qui ont parlé, qui ont voulu apporter des méthodes de voies de sortie pour la crise. Mais ces personnes ont été combattues. Donc maintenant, s'il faut même dialoguer, avec qui va-t-on dialoguer? D'accord. Lorsqu'on constate que les personnes même qui s'autoproclament comme étant les bonnes personnes, les personnes adéquates justement pour encenser ou bien ériger justement les bonnes causes, ça pose problème. Quand vous allez même sur la toile, pour écouter le discours de certains leaders politiques, ça pose également problème. On est dans un pays en crise où on passe le temps également à combattre l'opposition. Très bien. Ailleurs, mais l'opposition doit exister même. Doit exister pour essayer d'alerter la gouvernance ou le système étatique en place. Mais on est dans un pays où on combat l'opposition, où l'opposition est muselée, l'opposition ne doit pas parler, l'opposition ne doit rien dire. Mais non! Mais non, s'il faut parler également même de démocratie, l'opposition a sa place. Et voilà donc des défaillances qui font en sorte qu'on s'interroge véritablement sur la question du dialogue par rapport à toutes les questions que nous vivons. On va arrêter là, mais je veux juste faire un témoignage de personnes qui vivent là-bas au sud-ouest et au nord-ouest, dont les maisons ont été incendiées, les champs ont été complètement rasés, et je rappelle que ces personnes-là parfois avaient sur elles 10 personnes ou 15 parce qu'étant celles qui soutenaient financièrement leur famille et qui n'ont plus la possibilité de continuer à soutenir leur famille. Il y a également ces personnes qui sont mortes là-bas au sud-ouest, au nord-ouest et qui aujourd'hui ont laissé des familles en deuil, des orphelins qui n'ont plus de qui recevoir un soutien financier. Donc quand on pense à ce dialogue, pensons à ces orphelins de guerre, pensons à ces personnes qui sont aujourd'hui
dans le besoin, dans l'indigence, parce que ceux qui portaient leur famille sont partis. Donc derrière une personne qui meurt, ne l'oublions jamais, c'est des familles entières qui sont non seulement en détresse parce que sur le plan émotionnel c'est fort, mais également sur le plan financier, c'est des personnes qui soutenaient leur famille qui sont parties comme ça. On va s'arrêter là, Florazé, et rentrer dans la revue des réseaux sociaux, toujours avec vous. Oui, Eric Fopoussi, ce matin, nous avons 3 informations. Et puis la toute première, alors les termes ou les mots qui reviennent encore et encore, on a dialogue, pardon, et bien sûr, on revient sur la visite du Premier ministre dans les zones en proie à la crise anglophone. Et puis cette fois-ci, cap pour la ville de Buea dans le sud-ouest. Rappelons que le Premier ministre a également prononcé un discours où justement il appelle, il dit c'est l'heure de la paix, je cite, trop c'est trop, asseyons-nous à la table du dialogue, encore le dialogue. Rappelons qu'il a donc réaffirmé la volonté du gouvernement justement de penser à dialoguer afin justement d'endiguer la crise anglophone. Et puis rappelons qu'autour de lui on a eu toutes les forces vives qui étaient donc mobilisées pour l'accompagner dans cette mouvance. On a également pas mal d'interrogations qui se soulèvent au cœur même de cette visite à Buea. Rappelons qu'on a les autorités locales, administratives, traditionnelles également qui ont été appelées à accompagner ou alors le Premier ministre dans cette visite. Et puis Yaoundé est-il donc prêt à dialoguer? Autant de questions qui fusent sur la toile, Eric Fopoussi, et certains estiment que c'est encore pour la toile, pour certains internautes, une autre forme de théâtralisation de la crise anglophone. Certains estiment également que c'est plutôt un début pour sortir de la crise. Parlons du dialogue. Alors, malheureusement, les images qu'on a eues sont les images de Bamenda et pas de Buea. On s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour cette petite boude. Mais on va évidemment clairement le dire, hein, parce qu'on a vu des images à Buea hier, notamment cette image où le PM était aux côtés du Chief Moukete. Et qui sait qui est le Chief Moukete? C'est le doyen d'âge du Sénat camerounais. C'est lui qui avait piqué cette colère, souvenez-vous, on en parlait sur ce plateau où il parlait du fédéralisme. Il a toujours parlé de fédéralisme depuis très longtemps. Alors bon, prenons les paris. Hein. Nous savons tous que le PM a dit qu'il était porteur d'un message et que dans ce dialogue, on pouvait parler de tout sauf de séparation. Quand il parle de tout, ça veut dire qu'on pourrait évidemment discuter même du fédéralisme. Alors on voit tout de suite que quand on observe, quelqu'un a dit ici tout à l'heure que nous n'aurons pas de décentralisation, on peut imaginer que le fédéralisme va rester quelque chose, on va dire, d'utopique, parce que c'est vrai, voir Chief Moukete et le PM Diongouté dans une image côte à côte, c'est fort, mais il faut dire que ce qui est essentiel, le fond, elle sera difficile à atteindre lorsqu'on sait quelles sont les convictions de Chief Moukete. Oui, absolument. Oui. Vous savez, au-delà de la forme, en fait, je pense qu'on ne peut même pas l'exclure, on peut l'exclure difficilement. Lorsqu'un chef d'État envoie un émissaire comme le Premier ministre, c'est pas porteur, ne peut pas le dire comme ça. C'est-à-dire que tout le monde viendra dire il parle au nom du chef de l'État. Moi, je ne crois pas. Le chef de l'État, quand il aura donc un message adressé aux Sénégalais, il va s'adresser à la nation. Non, quand le chef de l'État s'adresse à sa nation, il parle. Il parle à la nation. On n'envoie pas un Premier ministre. On fait un discours, une adresse solennelle à la nation. Voilà, lorsqu'on aura de problème avec le Tchad, Nigeria, c'est là où on attend qu'il envoie un émissaire. Ici, quand le fait même de dire qu'il envoie un émissaire, ça veut dire qu'il ne vient pas du président de la République. Non, ou bien qu'il estime que ceux à qui il va porter le message ne sont pas des Camerounais, ce sont des Maliens, des Sénégalais, et ne sont pas ceux qui l'ont porté à la magistrature suprême. Oui, absolument, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un lien direct entre les Camerounais et leur président, normalement. Tout à fait, il faut avoir un lien direct. Oui. Et en plus, c'est lui, le chef de l'État, qui a la solution. C'est lui qui a porté cette solution-là au président Amadou Ahidjo en 1979. Ça lui revient qu'aujourd'hui, pourquoi il ne peut pas dire lui-même que voilà ce qu'on s'était dit en 1979, pardonnons-nous, ou alors pardonnez-moi, j'ai remplacé le président Ahidjo,
je n'ai pas pu le faire. Donc revenons, je suis même à la fin de mon mandat. Bon, essayons de voir, asseyons-nous, on va voir. Ce que vous m'aviez dit, ce n'est pas ça. On dit oui, c'est bien ça. Mais bon, excusez-moi, bon, voilà comment le pardon commence. Dans ces attitudes. L'autre chose, on a écarté la médiation proposée par Christian Dumont. Moi, la formule, parce qu'il n'était même pas encore au niveau de la médiation. La formule proposée par les leaders religieux. Bien avant, on a emprisonné les syndicalistes et les leaders d'opinion dans ces zones-là. Est-ce que le Cameroun, ou alors l'État du Cameroun est en train de chercher d'autres interlocuteurs? On ne sait pas. Et lorsqu'on pose déjà cette question comme ça, alors que les gens s'étaient proposés, on s'est dit il y a un problème. Et c'est pour ça que les citoyens ont raison de douter. Parce qu'il y en a au moins un. Le rapporteur de la commission que dirigeait le président Paul Biya en 1979, il s'appelle Abouem Atchoyi David. Il a été gouverneur dans la province du Sud-Ouest, gouverneur dans la province du Nord-Ouest, c'est ce qu'on appelait à l'époque. Il a fait une sortie publique. Il a encore ajouté que vous m'avez nommé à la commission de multiculturalisme et de bilinguisme et tout. Si c'est pour résoudre le problème anglophone, cette commission n'a pas vocation pour. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te dit. Et on ne s'approche pas de lui pour savoir. Maintenant, peut-être la petite note, j'allais dire que que je peux dire positive, que je peux trouver dedans, c'est que, comme ça reste encore dans les coulisses, c'est que, vous l'avez dit, Chief Moukete est venu, on l'a vu à ses côtés, après avoir tourné à Yaoundé. Mais on a aussi, semble-t-il, engagé des pourparlers avec Molan Djoli Toumba, qui avait martelé, lui, quand on fêtait le cinquantenaire de la réunification en 2014 à Buea, il avait dit un certain nombre de choses, on l'avait même interrompu, le professeur Famdongo l'avait interrompu ce jour-là, mais il avait martelé à peu près les mêmes choses que Chief Moukete a dit dernièrement. Bon, est-ce on dit dans les coulisses qu'on a envoyé les gens lui parler, est-ce que, si c'est vrai, lui aussi il est presque centenaire, donc on pourrait comprendre qu'il y a une amorce, mais est-ce que c'est pour tromper? Il faudrait donc que le chef de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être va-t-il démissionner d'abord du RDPC pour se placer au devant. En tout cas, c'est ce que propose Jean-Robert Wafo du SDF. Il propose que le chef de l'État démissionne de son poste de président national du RDPC pour avoir une posture non partisane, être au-dessus de la mêlée, pour envoyer un signal fort dans sa bonne volonté de mettre en place ce dialogue. Alors, Charles Hamel, cette visite de Joseph Dion Gouté, on rappelle que c'est sa région d'origine, à Buea, comment vous la voyez avec tout ce qui s'est passé? On a vu des images atroces de Patrick Ekema et cette police municipale qui venait défoncer les boutiques fermées hier parce qu'on a obligé tous les commerces hier à Buea à s'ouvrir. Oui. C'est une envie, pour moi c'est un moyen de dépense inutile, organisé, de dilapidation des biens de la nation, de dilapider de l'argent du contribuable. Cet argent qui est dépensé inutilement et de manière stérile, M. Eric Foposi pouvait nous aider à faire des routes, pouvait nous aider à renforcer les plateaux techniques, pouvait nous aider à ravitailler toutes les différentes zones en termes de bonne volonté en médicaments, voire envoyer une équipe de millions, créer un corridor, comme on va dire, humanitaire, en amenant envoyer des médicaments pour pouvoir donner à ceux qui sont malades, qui souffrent du palu, distribuer des moustiquaires imprégnés à tous ceux qui dorment en brousse. Oui, ça aurait été une action, ça aurait été un début. Justement, quelqu'un a dit ce matin que lorsque le chef de l'État avait déclaré la guerre à ces terroristes, c'était justement lui-même qui avait déclaré la guerre. Il avait dit effectivement, ces terroristes, on va les traquer. Il n'a pas envoyé son PM aller déclarer la guerre à ces gens-là. Et ensuite, pour conforter ce que vous dites, il faut qu'on signale que faire un enregistrement télé d'un discours présidentiel, le budget n'est pas si grand que ça, non? C'est un petit budget pour qu'il se place devant les écrans et dise que chaque Camerounais, Camerounaise, comme il le fait souvent, j'ai décidé de mettre en place un dialogue, mon message pour vous est tant, voilà, et tout, voilà. Monsieur Eric Foposi, depuis 37 ans, nous évoluons par délégation. Délégation physique, délégation de signature, délégation de décaissement, délégation. On ne fonctionne que par délégation. Il y a même des délégations du comité central du RDPC. Oui. Il y a même les délégations. Je vous le dis, il y a les chefs de délégation
du comité central dans les différentes régions qui font la concurrence au président de section. Voilà. Même au parti ADPC, c'est comme ça. On n'évolue que par délégation. Donc, ça va aboutir au glissement de pouvoir. Donc, M. Eric Fopoussi, voilà une énième délégation qu'on a faite à John Bouté. Si demain le chef de l'État dit que ce n'était pas son langage, ce n'était pas son message, vous l'entendez, les gars? Non. Vous entendez les gars au chef de l'État? C'est pas son langage. Il dit non, moi je sais pas. Et là, ils ont dit qu'ils allaient parler pour la mission, la paix, j'ai autorisé. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez tenir les gars? Non, monsieur. Je ne crois pas parce que c'est pas le chef de l'État. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a gagné par 72 voix, par 71 voix, je pense bien. C'est lui qui a gagné, monsieur Eric Fopoussi. Je crois qu'il devrait, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Voilà des fêtards, des jouisseurs, à qui on a confié l'argent. Vous attendez à quoi? Ils vont jouer, monsieur Eric Fopoussi. Inviter des artistes. On va chanter pour la gloire. Mais est-ce qu'il on va ça? dire merci. Mais monsieur Eric Fopoussi, est-ce qu'il faut les artistes? Ils sont partis discuter avec qui? L'opposition. C'est l'opposition qui était le problème. Ils sont allés discuter avec qui? Le représentant des socialistes. Y avait-il un représentant, des coléreux, disons-le comme ça, des coléreux de cette zone? Je ne pense pas, monsieur Eric Fopoussi. Auquel cas, le tam-tam national nous aurait chanté qu'il a rencontré. Et il finit une tournée comme celle-là sans avoir rencontré les individus qui ont déposé les armes du DDR. Ah oui. On a chanté une personne du DDR qui ont déposé des armes et on a chanté dans toutes les radios, on a déposé les armes, bravo à Fayengo. Voilà le Premier ministre qui parle de dialogue. Est-il sorti de là et après avoir discuté avec eux? Voici le langage que vous devez aller tenir. Voici le langage que vous devez aller dire à vos frères qui sont là-bas. Je suis venu vous dire, je suis venu discuter avec vous. Mais c'est des veuves éplorées qu'on a vu couler des larmes. Bon, c'est vrai qu'ils ont montré une image d'un ancien amazonien qui était reçu par le Premier ministre. Non, moi, je pense que l'image a circulé, je pense. Une image d'un ancien amazonien. J'ai dit non. Il était en sous-vêtements là, il était très bien assis dans un fauteuil à côté du Premier ministre. Monsieur Eric Fopoussi, j'en compte. Le premier tour, on a eu 10. Le deuxième tour, on a eu 21. Le troisième tour, on a eu 31. Ça fait combien? Il devait avoir cette représentation. Le Premier ministre devait leur dire, je vous charge d'aller dire à vos frères qui sont encore dans les brousses. Mais on l'a vu discuter, des grosses réceptions, des dîners, des concerts. C'est ça le dialogue, monsieur Eric Fopoussi. Le dialogue de la parade, le dialogue de la démonstration de la puissance, où on discute avec les gens qui ont des gilets balles, on des gilets par balles, on discute, non, arrêtons un peu ça, monsieur Eric Fopoussi. Arrêtons un peu ce type de délégation et affrontons les véritables sujets. Ok, Flora la chute. Autre réaction sur la toile, Eric Fopoussi. Déjà, on rappelle qu'on est en train de... On tire déjà pratiquement à la 45e édition de la fête de l'unité, parlons du 20 mai, mais bien avant la publication même de la liste officielle des invités au banquet de cette dite journée, organisée chaque 20 mai au palais présidentiel. Dans le marché noir, on est déjà en train de commercialiser les cartons d'invitation et ça circule sur la toile, et même que certaines presses ont relayé cette information. Que se passe-t-il au palais de l'unité quand le personnel aussi, Eric Fopoussi, essaie de brader, de marchander ces cartons dans le marché noir à des prix, on va dire, très exorbitants? Certains estiment qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires qui s'arrachent ces cartons à pas mal de billets, plusieurs billets de banque. Et voilà pourquoi on enregistre souvent un bon nombre de personnes qui se marchent dessus pratiquement au palais de l'unité pendant ce banquet du 20 mai. Voilà encore ce qui interroge les Camerounais au cœur même de cette unité nationale qui est donc brandie encore une fois de plus, mais de façon plutôt négative. Eric Fopoussi, quand on voit maintenant que les Camerounais, certains peuvent s'acheter ou alors s'introduire, s'inviter à travers le marché noir et s'octroyer justement avec quelques billets de banque, ces paquets, ces billets d'invitation, Eric Fopoussi et s'inviter justement naturellement au banquet du 20 mai. Et c'est ce qui va encore se produire pour cette année. Vous le dites avec autant de facilité, mais je vous dis, mais c'est grave. Bien sûr. Si même à la présidence où siège le chef de l'État, les gens peuvent réussir à détourner des trucs comme ça, mais mon Dieu, mais où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Non mais écoutez, mais c'est extrêmement grave.
que des gens réussissent à détourner des cartons d'invitation de la présidence. On a réussi à faire le faux, même au lieu le plus... C'est comme si on dit aux gens que on a réussi à falsifier l'entrée au Pentagone ou à la Maison Blanche. Par exemple. Le lieu le plus gardé, le plus sécurisé grave du monde. Vous dites, mais c'est extrêmement, mais c'est énorme ce qu'on dit là, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, on a mis dans le mental des Camerounais aussi aisés, aussi éduqués, aussi instruits, aussi nantis de diplôme, que vous approchez du président de la République, c'est vous approcher de Dieu. Voilà ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Chacun se bat pour avoir une chose, quitte à trafiquer les images auprès de Photoshop. Saluer le chef de l'État et placarder cela derrière son bureau, histoire de dire, je connais le chef de l'État, il me connaît. On a vu des Camerounais, c'est un passe-droit, monsieur Rifopoussi. Bon, ce qui est un peu normal. Non, c'est un passe-droit. Écoutez, ne vous plaignez donc pas. Ne vous plaignez donc pas, Tanga. Non, mais sauf que... Sauf qu'on doit mettre en place, justement, le vol a toujours existé. Maintenant, on doit mettre en place des mesures pour éviter ce genre de choses. Monsieur Eric Fopoussi, regardez la vitesse avec laquelle les individus qui obtiennent cela commandent des vestes à l'étranger. Ce n'est pas des vestes, ils n'entrent pas avec n'importe quel type de veste. C'est une tenue neuve. Une fois que vous avez eu cela, il n'y a qu'une seule chose qui vous reste à faire, monsieur Eric Fopoussi. Tout faire pour que la caméra du tam-tam national vous voit. Qu'au voit que vous êtes à la présidence. Ça dénote que vous connaissez le chef de l'État. Il y a des gens qui négocient juste pour entrer dans les jardins arrière et la cour arrière. D'autres, la vraie bataille, c'est être au salon. À l'intérieur. À l'intérieur, monsieur Eric Fopoussi. Ah oui, on a dénombré il y a une année où les gens avaient, le service traiteur avait perdu plus de 100 couteaux, des couteaux clairs et tout en or. Les gars se battent pour ressortir au moins un souvenir du palais. Donc, voyez-vous jusqu'où les Camerounais se retrouvent à vivre, monsieur Eric Fopoussi. Donc, disons-le concrètement, c'est une bataille parce que les opérateurs économiques, les gens veulent se faire voir et bien se faire voir malheureusement. Ça augmente la cote populaire, ça augmente la cote dans la société. Oui, mais c'est qui est... Bon, d'accord, mais sauf qu'après, les services de la présidence doivent mettre en place des mécanismes pour enrayer ce type de mauvaises intentions. Ça c'est ce qu'on peut reprocher. Vous avez déjà réglé les problèmes de le COPE. Voilà, le comptage physique des personnels de l'État. Florence, et on termine. On termine également, Eric Fopoussi, avec cette lettre demande de pardon après ses propos jugés choquants dans lesquels il a semblé légitimer, à savoir Isomba Bengono, négliger ou minimiser la crise anglophone, indiquant que même Dieu a rasé le monde plusieurs fois et en disant, et également en citant Sodome et Gomorrhe se rappelle et demande pardon aussi. Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, relayée pratiquement sur tous les réseaux sociaux, Eric Fopoussi, donc il s'adresse à ses frères, au peuple camerounais. Il demande pardon et précisément au peuple frère camerounais des régions du nord-ouest et sud-ouest. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Certains estiment que cette lettre est jugée irrecevable. Certains estiment également qu'il faut pardonner et apprécier également ce geste d'humilité. Après justement cette grosse goutte, Eric Fopoussi, que nous avons bien sûr dénoncé sur ce plateau. Oui. Non, en réalité, c'est Chalamel ne m'en voulait pas pour ça, mais c'est qu'en réalité, vous savez, ce qui s'est passé ce fameux 13 mai, ce lundi-là, était extrêmement grave, vous savez, mais nous ne pouvons pas, nous aussi sur ce plateau, demander aux Camerounais d'être dans l'oubli, le pardon, et ne pas l'accepter. Mais sauf que on est habitué, c'est vrai que quand vous avez l'impression que pendant 37 ans, les mêmes choses se répètent, vous vous dites, est-ce que le pardon est sincère? Vous voyez, bon, est-ce que ce pardon est un pardon sincère? Je pense oui. Je pense, vous savez, les gens sont entrés ont porté des vestes qu'ils ne méritaient pas. Voilà. Et ne savaient pas ce qu'on appelle la mort sociale. Lorsqu'il y a une clameur sociale, c'est généralement à ce moment qu'on vous fait découvrir votre propre identité. Mais lorsque vous avez vécu pendant longtemps dans un masque,
vous avez l'impression que le monde se termine par là. Et là, vous sortez de là. Moi, je pense que c'est un pardon sincère. Il n'a pas, il faut le lui pardonner. Il faut le lui pardonner. Parce que là, il va se ressaisir. Exactement. Bon, parce qu'après, on peut imaginer que la hiérarchie du parti a estimé qu'il fallait calmer ça aussi. Oui, oui, absolument. Ça peut venir de la hiérarchie, mais je pense que ça vient d'abord des enfants. Des enfants. Des enfants. Oui, oui, des enfants en 1991. Les enfants du monsieur Oui. De monsieur Bengono, de monsieur Essoma Bengono. Oui, oui. Les ponts du régime qui étaient ministres en 1991, leurs enfants étaient raillés, notamment ceux qu'on envoyait en Europe, étaient raillés par leurs camarades. Par les camarades, on vous dit, c'est ton papa qui, c'est ton papa que, c'est ton papa, c'est vous qui, c'est vous qui. Et quand ça répercutait auprès de leur papa ministre, ils étaient vraiment, ils revenaient sur leurs épaules en disant, mais attendez, j'ai fait quoi là? Donc je pense que ça peut provenir de la hiérarchie du parti, mais c'est davantage, c'est plus poignant quand c'est le cercle familial, quand c'est madame qui vient vous dire, parce qu'elle a été raillée par ses collègues de service, par ses amis et par vos enfants. C'est très touchant. Bon, mais au final, est-ce que ce n'est pas rageant de voir que ceux qui acceptent le pardon ne sont que d'un côté? C'est le peuple camerounais qui, depuis 37 ans, fait preuve d'une compréhension. Jamais je n'ai vu un peuple aussi accueillant, qui simplifie les choses. On voit bien qu'en face, nos dirigeants ne font pas preuve du même pardon. On parle ici de Longueuil qui s'est humilié, qui a pleuré devant les caméras à Mondiovision et dont la situation n'est pas toujours débloquée. Est-ce qu'au final, le pardon n'est que